Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, chaque vendredi, 12h30, le rendez-vous de la gestion, les meilleurs gérants qui passent les uns après les autres ici sur ce plateau, en compagnie d'Hubert Tassin pour les interroger, bénéficier aussi de ses expertises. Bonjour Hubert. Aujourd'hui, cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Cadieux. Bonjour. Bonjour. Directeur de la gestion chez Fédéral Finance. En un mot, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Fédéral Finance. Alors en un mot, Fédéral Finance, donc le bras armé en termes de gestion d'actifs du groupe Crédit Mutuel Arkea. Sur cette gestion, nous avons franchi la barre des 40 milliards d'euros l'année dernière. Nous sommes aujourd'hui à 42 milliards d'euros sous gestion. Une croissance ininterrompue depuis 2004, donc une belle histoire de croissance. Combien de personnes travaillent dans ce groupe ? 135 personnes. Et combien de fonds sont disponibles ? Alors on a rationalisé notre gamme l'année dernière et nous sommes aujourd'hui à peu près à 60 fonds. Nous avons réduit à peu près de 40% pour avoir une gamme beaucoup plus claire pour entamer l'année 2014. Bon, première partie de cette émission, vous en avez l'habitude maintenant, vos impressions macro. Hubert, on va faire le point avec vous sur le film de cette semaine, un film presque un happy end. Hein, donc l'épisode de la semaine dernière. Une séance de grande inquiétude sur les marchés financiers au début de la semaine avec la crise de l'Ukraine, et puis une semaine qui se termine, à part l'indice russe qui perd 7,6%, qui se termine flat sur les marchés européens, en hausse de 1,2% sur les marchés américains. Donc la crise ukrainienne, on va peut-être en reparler, n'existe pas sur une semaine. Néanmoins, un phénomène qui est à analyser, en tout cas, le phénomène sur les devises, la hausse de l'euro. L'euro prend 1,1% contre le dollar, touche presque 1,39, et l'euro, le franc suisse, la livre sterling et l'yen montent contre dollar et contre toute devise. Donc ça, c'est peut-être un effet de l'Ukraine, mais on imaginait plutôt l'inverse, c'est-à-dire un report vers le dollar. Stéphane Cadieux, un mot sur cette crise ukrainienne. On l'oublie, on la met de côté, elle peut ressortir ? Je ne crois pas qu'il fallait l'oublier. Il est clair que les marchés se sont montrés sur cette deuxième partie de la semaine très complaisants. Pour autant, on voit que sur la partie diplomatique, les choses avancent peu. Alors on parle depuis deux jours de sanctions financières à l'encontre de dirigeants. Je crois que le problème n'est absolument pas réglé, même si la Crimée souhaite son indépendance. C'est vrai qu'on commence à lire ici et là qu'on pourrait demain avoir pourquoi pas deux Ukraines, une Ukraine on va dire soviétique et une Ukraine plutôt occidentale. Une Ukraine russe, pas soviétique, il y a plus de soviétique. Russe, pardon, et une Ukraine occidentale. Donc on voit que le sujet n'est absolument pas traité. Il n'est pas exclu d'avoir de nouvelles secousses sur les marchés. Pour autant, c'est ce que je disais, le marché se montre complaisant. On le voit actuellement, que ce soit au niveau géopolitique ou au niveau économique. Les mauvaises nouvelles, entre guillemets, font baisser ponctuellement les marchés, mais derrière, on voit qu'il y a vite des acheteurs qui reviennent sur le marché. Hubert ? Alors, il y a la question financière. Évidemment, on est perplexe. Les banques grecques ont manqué de sauter, elles ont manqué de faire sauter la planète. Il y a une guerre en Europe centrale et il ne se passe rien. Alors, on voit bien que le gouvernement ukrainien a chiffré à 35 milliards les besoins de financement. En Grèce, on a donné 380 milliards, on a garanti jusqu'à 750 milliards. Donc on voit que la planète finance considère que l'Ukraine n'est pas le sujet, mais la Russie en est un. Et c'est là où je vous rejoins dans l'avenir sur la crise, c'est-à-dire la Russie et effectivement ses exportations de pétrole, de charbon et de gaz. Sur les indicateurs américains de cette semaine, qu'est-ce que vous retenez ? Un petit peu dans la continuité de ce que l'on a depuis quelques semaines, des indicateurs qui sont un peu mitigés. Alors, on nous prend l'excuse, et qui est valable d'ailleurs, de la météo en ce début d'année, qui a freiné un petit peu l'économie. Je pense qu'il faut comme il faut aller un peu plus loin que ce pur aspect météorologique. On sait que le second semestre 2013 avait marqué une nette accélération, un phénomène de restockage dans l'anticipation de la reprise. Et je crois que en ce début d'année, il y a un petit fléchissement de ce côté-ci qui risque
risque pour moi de s'étaler un petit peu sur l'ensemble du premier semestre, mais qui ne remet absolument pas en cause les perspectives de croissance de l'économie américaine, et d'ailleurs qui devrait repartir sur un rythme assez vigoureux au second semestre. Hubert, votre analyse? Deux choses. Ce qui est amusant, c'est que cette semaine, Madame Yellen, la patronne de la Fed, a parlé et que son prédécesseur, M. Bernanke, a parlé. Alors le prédécesseur dit on va faire 3%, c'est-à-dire sensiblement plus que ce que les économistes appellent la croissance potentielle. Et Madame Yellen, en revanche, a dit je fais tout mon possible, ça va pas si bien que ça, notamment évidemment à cause des statistiques liées à la météo. Et c'est évidemment positif pour les marchés, comme a dit le Wall Street Monte, parce que on se dit que Mme Yellen ne va pas resserrer sa politique, ne va pas remonter les taux aussi rapidement que ça. Donc le fait que ça aille un tout petit peu moins bien, elle nous donne ça comme une bonne nouvelle. Et pendant ce temps-là, Bernanke dit « mais ça va pas si mal ». Mais ça pourrait se retourner, ça, parce que le fait que les mauvaises nouvelles économiques étaient des bonnes nouvelles financières, parce qu'on a arrosé de liquidités, il y a peut-être un moment où le jeu va s'arrêter, non? C'est pas votre sentiment? Non, mon sentiment, c'est qu'effectivement, le marché actuellement se complaît à croire que la Fed ne remontera pas ses taux avant fin 2015. Je pense que ce sentiment pourrait évoluer dans le courant de l'année 2014, notamment avec à la fois lorsqu'on va s'approcher de la fin du tapering de la Fed, donc les gens vont se poser la question quand est-ce que les taux courts vont remonter, et puis comme je le disais, au moment où les statistiques vont recommencer à être meilleures. N'oublions pas que si on regarde la règle de Taylor, qui nous donne un petit peu le timing avec laquelle la Fed devrait remonter ses taux, c'est en ce moment. La Fed devrait déjà commencer, donc elle va être très en retard par rapport à cette règle, et je pense que dans le courant de l'année 2014, encore une fois, c'est plus des notions de marché, mais le marché va se poser des questions sur quand est-ce qu'on va remonter les taux. Et ça risque d'être plus court, plus tôt. Pour juger la reprise, il n'y a pas que la reprise américaine, même si la Fed dit « je ne m'intéresse qu'à l'Amérique », il y a ce problème du trouble qui a été mis sur les marchés émergents, sur leurs devises, qui ralentit peut-être le fameux tapering. Tapering, ça veut dire on diminue les doses. Hein, c'est pas, Oui, je suis un petit peu moins certain de cela, parce qu'on a bien vu dans le discours qu'il y a eu de la Fed au début janvier, en pleine période de trouble sur les devises émergentes, la Fed n'avait même pas évoqué le sujet, ce qui prouve bien qu'elle est dans sa politique de tapering et qu'aujourd'hui, la vigueur de l'économie américaine, elle seule, lui permet de réduire ses injections de liquidités. Alors, comme on a vu, le sujet de la hausse des taux a été évoqué assez largement. Ouais. Messieurs, un mot sur la zone euro qui redémarre, sauf en France. Alors, sauf en France, moi l'explication que je donne à cela, c'est que la France a été le pays en Europe, parmi les pays qui ont des déficits budgétaires assez importants, qui a pris le plus tard des mesures pour corriger ces déficits. Et donc, qui ne les a pas vraiment prises encore. Oui, alors si, parce qu'en fait 2013 et 2014 sont les années où notamment la fiscalité, alors nous c'est vrai que les mesures qu'on a prises, elles ont pris la forme de pression fiscale, et c'est vrai que ces 2013 et 2014 sont les deux années où ce que j'appelle le fiscal drag, donc l'impact fiscal, va être le plus fort sur l'économie française. Alors qu'en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce, ce pic du fiscal drag est derrière nous. Et on commence à avoir ce qu'on appelle une impulsion fiscale positive par effet de base en 2014 puis 2015. Donc la France est en retard. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui on est dans une situation très morose, un marasme en France, mais qui va durer encore 2014. Et 2015, on commencera à sortir de la tête de l'eau. J'achète ça. En revanche, il y a quelque chose d'assez troublant en France, c'est surtout les indices de confiance. Le ministre de l'économie en a parlé, mais les indices de confiance des industriels, qui est très très en dessous de tout le reste de l'Europe, avec l'Allemagne qui est presque à son record de 2011. Oui, je suis d'accord, on voit les PMI effectivement, on voilà. Est en dessous de 50 alors que tous les pays sont passés au-dessus de 50. Je pense que ça traduit ce que je viens d'expliquer, à savoir qu'on est en retard par rapport au reste de la zone. Et nous, la pression fiscale est la plus haute, la plus importante maintenant, et donc c'est normal que sur le Et elle va rester importante cette pression fiscale en 2014. Mais dès 2015, encore une fois, par effet de base, il y aura moins de pression fiscale en 2015, en tout cas pas de pression fiscale supplémentaire, voilà, et donc on aura un effet de base positif. Mais la croissance asymétrique, de votre point de vue, ça peut continuer ou finalement, quoi qu'il arrive, l'Allemagne va faire un peu moins bien si la France fait mal et la France un peu mieux si l'Allemagne fait bien? Pour moi, je n'appelle pas ça une croissance asymétrique, je pense plus qu'on a un maillon qui est la France qui est en retard par rapport, on va dire qu'il y a un wagon de retard par rapport au reste de l'Europe. Un mot sur la Chine pour finir ce panorama macro. Alors la Chine, des situations assez contrastées. On a eu tout d'abord cette semaine la révision du gouvernement sur les perspectives de croissance en 2014.
Moi, j'étais assez surpris de voir qu'ils ont annoncé 7,5%, ce qui est d'ailleurs c'était le chiffre du consensus. Quand on regarde les indications qui avaient été données par les différentes provinces chinoises récemment, on aurait pu s'attendre à un chiffre plus bas, autour de 7%. Donc je dirais qu'en soi, c'est presque une bonne nouvelle que le gouvernement ait maintenu. Et ce qui veut dire que si on passe en dessous de ce rythme-là, il risque d'y avoir des impulsions aussi au niveau gouvernemental pour soutenir la croissance. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire, c'est toujours un petit peu ces rumeurs de faillite qu'on a en Chine. On l'a vu encore hier ou ce matin plutôt avec une entreprise solaire qui va faire défaut sur sa dette. Donc ça remet un peu en cause sur ce phénomène. L'Eldorado chinois. L'Eldorado. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de shadow banking ces derniers temps. Moi je crois que le shadow banking n'est pas un vrai problème en Chine. Il faut savoir qu'il faut essayer de comprendre ce qu'on met derrière la notion de shadow banking. En Chine, l'assurance crédit, l'affacturage et beaucoup de services financiers de ce type-là ne sont pas régulés par le domaine bancaire, donc sont mis dans le shadow banking. Et la partie qui nous fait peur, à savoir les fameux trusts qui financent les entreprises dans l'acier, dans le solaire, ça ne représente que 10% des montants globaux du shadow banking. Donc pour moi, le shadow banking n'est pas... Alors, il y a des risques d'implosion ici et là, mais les montants en jeu ne sont pas de nature à déstabiliser l'économie chinoise. Hubert, rapidement sur la Chine. Rapidement, la faillite de Xiaori, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est un phénomène qui est microscopique, 600 millions de dollars de chiffre d'affaires, microscopique à la taille de la Chine, mais c'est quand même un élément, plus que le shadow banking, moi, ma question, c'est plutôt le banking officiel et ce soutien de la croissance qui coûte de plus en plus cher à l'État. Alors, on a un phénomène qui, à mon avis, est quand même très notable, c'est qu'on commence à jouer sur la parité de change et qu'il y a une tentative de faire baisser le yuan. Donc on voit bien que la croissance est un sujet vraiment politique, puisqu'on ne s'accroche plus du tout au yuan. C'est un sujet politique. Mais d'un autre côté, on voit que pour pallier un petit peu au secteur public, on a quand même eu depuis octobre, et depuis donc ces fameuses réformes du quinquennat, un secteur privé qui s'ouvre, et notamment un secteur du marché financier qui s'ouvre. Et notamment le fait qu'on ait un marché obligataire privé qui se soit créé va permettre de pallier peut-être au Donc vous n'êtes pas totalement pessimiste sur la Chine. On n'est pas pessimiste, moins que moi en tout cas. Oui. Voilà, on va refermer ce chapitre macro pour passer à la réalité micro. Avec un feuilleton passionnant qui continue, celui de la guerre des ondes, c'est comme ça qu'on a intitulé aussi cette émission. Qui va remporter SFR, c'est Marié qui est mise en jeu. Comment vous analysez finalement ce bouleversement du paysage télécom français? On nous a dit, voilà, il faut 4 opérateurs, et puis on va revenir sans doute à 3? Oui, je crois qu'on voit que le problème qu'on a en France, mais plus généralement en Europe, c'est qu'on a trop d'opérateurs. Aux États-Unis, vous avez 3 gros opérateurs. On a encore un métro de retard là aussi. On a, une fois de plus, un métro de retard et effectivement, on détricote ce qu'on a fait il y a peu de temps. Il y a 2 ans. L'arrivée de Free et d'Iliad, c'était début 2012. Voilà, et donc on va revenir pour essayer il faut se rappeler qu'en Europe, il y a 10 ans, le plus gros opérateur, c'était France Télécom, Orange. Et aujourd'hui, avec cette pression, cette concurrence exacerbée, notamment en France, on a des acteurs qui n'ont plus de force de frappe. Donc il est temps de reconstituer des champions nationaux pour ensuite aller voir au-delà de la France, pour reconstituer ensuite peut-être, pourquoi pas, des leaders en Europe. Mais malgré cela, il n'y a pas eu de candidat étranger, parce que si on achète cette théorie, on aurait pu se dire qu'en effet, un acteur allemand, britannique, espagnol, que sais-je, se serait intéressé à SFR. On ne voit pas cette consolidation transeuropéenne. Non, et encore moins en France. Je pense que si c'était en Italie, ce ne serait peut-être pas la même chose. Mais la France est le marché le plus compétitif, le plus concurrentiel d'Europe, là où les prix sont les plus bas et donc où les marges. On parle de télécom. On parle de télécom, effectivement. On est dans la consolidation du secteur télécom. Le pays où les marges sont les plus basses en Europe. Donc je ne vois pas pourquoi des acteurs étrangers viendraient en France pour diluer leur profitabilité. En tout cas, aujourd'hui, les conditions d'exercice ne leur permettent pas de venir s'installer. Comment est-ce que vous jouez ça en bourse? Comment est-ce qu'on le joue? Alors nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on revient sur des acteurs un peu comme Orange, parce que finalement, pour nous, ça devrait être, à l'instar de ce qu'on a eu dans pas mal de pays, finalement, lorsqu'il y a des consolidations, les consolidations prennent du temps. Déjà, par rapport, alors là, si on parle de Bouygues SFR, on ne sait pas, mais si c'était l'offre qui va être retenue, ça veut dire que passer devant les autorités antitrust et l'ARCEP va prendre de longs mois, en termes d'organisation également. Donc ça veut dire que SFR et Bouygues seraient
vont prendre presque une année pour s'organiser. Ça va laisser le libre champ aux autres acteurs pour regagner de la part de marché. Donc aujourd'hui, Orange peut être le grand bénéficiaire et Iliad peuvent être les grands bénéficiaires de cette opération. Vous avez quelle analyse ? Oui, redistribution des cartes. Grand mouvement quand même chez Bouygues, grand mouvement puisqu'on attaque Free sur ses box, on risque de fusionner avec SFR, donc ça va être intéressant, mais il y a le temps, donc c'est assez... Le retour vers Orange qui a été conseillé dans cette émission même la semaine dernière, cette semaine le titre gagne 14%, oui. on voit bien, c'est un peu la logique, et c'est peut-être, on va enfin tourner la page en fait de l'achat d'Orange précisément. Pour vous c'est fait, il y a Numéricable aucune chance ? Non, moi je crois, j'allais y revenir, parce qu'encore une fois, le marché la focalise beaucoup sur cette offre un peu de dernière minute de Bouygues sur SFR. Encore une fois, d'un point de vue purement fondamental, l'offre de Numéricable sur SFR fait beaucoup plus de sens, puisque là, le regroupement du câble opérateur avec une activité mobile va permettre d'offrir une offre, ce qu'on appelle quadruple play, et qui a l'avantage de réduire ce qu'on appelle le churn dans le secteur du mobile, c'est-à-dire les gens qui changent d'abonnement. Quand vous avez votre mobile qui est chez votre opérateur de fixe, pour le coup, vous changez beaucoup moins d'opérateurs. C'est la stratégie gagnante d'Orange. C'est la stratégie aussi qui pourrait être mise en œuvre avec un Numéricable SFR. Et la stratégie Bouygues SFR, pour le coup, elle a beaucoup moins de sens. Et quand on nous dit qu'il n'y aura aucune réduction d'effectifs, alors qu'on a des doublons entre les deux opérateurs. Il faut être politiquement correct. Voilà. Mais est-ce que, donc du coup, il y a peut-être cette carte, ce joker Numéricable à jouer, ou est-ce que c'est trop cher parce que par rapport à l'introduction, ça a déjà beaucoup monté ? Nous, c'est vrai qu'on était sortis depuis quelques semaines de Numéricable, avant, parce qu'on pressentait effectivement cette opération venir, et c'est toujours un peu compliqué, vous savez, quand il y a des opérations de fusion acquisition, surtout quand vous êtes sur la société qui va acheter. Donc on est sortis, mais c'est vrai qu'on continue de regarder le dossier. Numéricable nous semble être un excellent proxy pour jouer le secteur. On sait que les câbles opérateurs ont des avantages concurrentiels, compétitifs aussi intéressants. Donc, on va dire sur du long terme, c'est un dossier sur lequel il faudra revenir. Alors, on prend les questions des internautes, c'est le concept et le principe de cette émission. Arnaud demande, est-ce que le rachat de SFR est une bonne nouvelle pour le consommateur ? Non. non, si c'est Bouygues, certainement pas. Et si c'est Numéricable, peut-être. Ça réjouit les boursiers, en tout cas. Donc, Mais encore une fois, c'est ce que vous disiez, on est sur le marché le plus compétitif d'Europe. Il n'y a pas grand-chose à espérer de ce point de vue-là. Et une introduction en bourse de SFR est encore aussi possible, même si on imagine que ce n'est pas forcément le scénario... Si Vivendi n'est pas satisfait des prix proposés, ça reste un scénario. Et puis pour laisser en tout cas ensuite Bouygues et Numéricable se battre en termes de surenchère sur le dossier. Mais j'ai l'impression que les prix évoqués par la presse sont quand même supérieurs à ce que les analystes pouvaient valoriser SFR. Donc je pense que Vivendi devrait trouver son bonheur. Alors, on passe au secteur des banques. Qu'est-ce qu'il faut retenir cette semaine, Hubert, sur le secteur bancaire ? Le secteur bancaire a marqué bien entendu l'affaire ukrainienne, forte baisse, forte reprise, parce qu'il y a forcément de l'exposition en Europe centrale, peut-être même en Europe orientale. Donc ce qu'on voit, c'est que le secteur des banques est, depuis le début de l'année, un secteur qui a confirmé la très forte hausse de l'année dernière. Et c'est là-dessus que je crois votre éclairage va être utile, parce que ça a été la vedette de l'année dernière et ça reste 7-8% de hausse en moyenne dans les indices européens, par exemple, ce qui est recherché. Oui, nous, on a une vision très positive sur le secteur bancaire, même si on a réduit là, tout récemment un peu notre surexposition. Mais de façon structurelle, ce qui se passe, c'est que les gens, suite à la crise, ont bien intégré que les rentabilités des banques allaient être revues à la baisse. Ça, tout le monde l'intègre très rapidement. Par contre, ce que les gens ont eu du mal, ou ont encore du mal parfois, à envisager, c'est le fait que leur coût du capital va baisser. Et si vous avez parallèlement une baisse du coût le coût du capital va baisser, d'une part parce qu'aujourd'hui, on a des banques qui se sont restructurées, donc qui ont suite à la crise notamment. Il y a une régulation qui se met en place, et donc qui contrôle, donc qui quelque part est un garant pour les investisseurs en disant que les activités sont mieux surveillées, mieux contrôlées, il y aura peut-être moins de risques de dérapage. Et puis les banques ont considérablement renforcé leur capital. Elles ont aujourd'hui des niveaux de core tier 1 suite aux exigences qui sont beaucoup plus élevés. Donc ça veut dire qu'elles ont plus de capital, moins de risques. Donc il est logique
que le prix que l'on paye pour accéder au capital soit moins élevé. Et donc, si on continue à avoir cette baisse du coût du capital, ça nous laisse un potentiel de revalorisation du secteur. N'oublions pas qu'on est tout juste encore proche de la book value sur le secteur bancaire. C'est-à-dire qu'on considère que les banques ne vont pas créer de valeur. Quelle banque on peut encore acheter maintenant, aujourd'hui? Après, ça dépend si on se place en France ou en Europe. Mais si on regarde en France mais et en Europe. les banques françaises restent les meilleures, probablement le système le plus fort en Europe. Donc des banques comme Société Générale, nous, on continue d'être positionnés sur ce genre de banques qui ont encore là aussi, en termes de valorisation, il y a encore une belle décote, même par rapport à BNP. On a encore une décote de 20% de Société Générale par rapport à BNP. Donc nous, c'est une banque qu'on aime beaucoup. Et on commence à revenir aussi, on a toujours eu, mais c'est vrai que les banques italiennes, alors c'est vrai qu'on était historiquement sur les grandes banques comme Intesa, les plus solides, hein, mais on voit que sur les petites banques en Italie, là aussi, il commence à se passer des choses. Ouais. Donc on attend aussi de voir ce que vont être les résultats des fameux AQR en Europe, la revue des qualités des bilans, mais on pense que l'année 2014 sera encore une année positive sur les banques. Comme quoi la roue tourne vite dans ce monde. La roue tourne vite, mais il faut quand même voir une chose, c'est que les banques ont été à l'origine de la crise et les banques sont toujours subventionnées par les banques centrales qui donnent de l'argent à zéro et autant qu'on veut. Donc quand vous empruntez à zéro et que vous prêtez à quelque chose, si vous êtes remboursé, vous gagnez de l'argent. Il ne faut pas oublier ça. Alors, en revanche, c'est évidemment une spirale positive puisque quand les cours montent, le coût du capital baisse, on peut faire des augmentations de capital. Et j'ai oublié de dire, j'ai parlé beaucoup de valorisation, mais aujourd'hui on est aussi dans une situation en Europe où le crédit est encore une situation très morose. Oui. Avec la pente de la courbe des taux que l'on a en Europe, si les crédits commencent à repartir, on va avoir des revenus des revenus nets d'intérêt, là aussi il y a des marges d'intérêt qui vont repartir vers le haut. Un mot rapidement sur le marché automobile mondial. On a eu les déclarations de Peugeot, de Renault qui sont assez prudentes finalement. Alors 2% de hausse du nombre d'immatriculations en 2014, c'est bien, c'est bien, mais c'est prudent. En revanche, la bourse aime. Depuis le début de l'année, si vous descendez, vous avez du Peugeot, vous avez du Montupet, vous avez du Renault, vous avez du Plastic Omnium, du Valeo. Petite avec préférence quand même. 30%. Oui, c'est pas des hausses petites, c'est des hausses de 30 pour Peugeot à près de 50%. Forte hausse, le marché achète le fait que les restructurations sont faites, que les constructeurs qui sont plus des assembleurs que des constructeurs ont su recréer un peu de marge chez eux, mais il y en a quand même beaucoup chez les équipementiers, c'est quand même par les équipementiers qu'on joue le secteur. Stéphane, vous aimez les voitures ? On aime plutôt les équipementiers, nous. Voilà. On est plus positionnés parce qu'encore une fois, on profite certes de la reprise des volumes sur les différentes zones, mais on profite aussi de leur gain de part de marché sur toutes les zones avec tous les constructeurs. Finalement, en étant sur un équipementier, on ne prend pas le risque spécifique d'une marque. D'accord. C'est ça qui nous intéresse. Vous diversifiez le portefeuille. Alors, l'actu valeur, Hubert, qu'est-ce qu'il fallait retenir cette semaine ? Alors, donc cette semaine, sur une semaine qui fait pas grand-chose, cette semaine, il y a eu une OPA à la Bourse de Paris ce matin, un rachat d'une part non détenue de ciment français non détenu par son actionnaire, Italcementi. Donc ça, c'est ce qui arrive rapidement en tête des hausses. On a un marché qui tourne, ce qui est assez bon signe, c'est-à-dire que ce qui a monté se stabilise. On voit que les plus fortes hausses depuis le début de l'année ont tendance à un petit peu baisser et les investisseurs tournent le marché. Donc ça c'est vraiment un phénomène qui me paraît important. Stéphane ? Oui, globalement, on est en fin de période de publication, donc c'est vrai qu'on est un peu à l'heure des bilans. Avec du bon et du moins bon, parce qu'il y a eu beaucoup, et notamment de dépréciation d'actifs qui ont été passés dans les comptes et qui ont donné cette impression que les résultats, les bottom line tombaient. Des dépréciations d'actifs, mais surtout des impacts change, qui ont c'est vraiment été, j'ai envie de dire, le phénomène de ces publications du 4e trimestre. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas terminé quand on voit l'évolution des changes depuis le début de l'année. Donc je crois que c'est pour ça qu'on est encore dans cette phase globalement de révision à la baisse des profits. Et c'est ça qui peut-être est un peu paradoxal par rapport à l'évolution des marchés actuellement. C'est-à-dire qu'on a des marchés au plus haut, alors que les profits continuent d'être révisés à la baisse. Et ça fait maintenant plus de 35 mois que ça dure. Or, nous, notre discours sur 2014, c'était de dire, ça y est, on a eu le phénomène de revalorisation, réduction de la prime de risque en 2013. 2014, le relais devrait être pris par les bénéfices. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Est-ce que les taux de capitalisation, les PER, vont être justifiés par une hausse des profits ?
Ce qui est vrai, c'est que sur des valeurs moyennes, on voit des patrons qui disent « je vois quelque chose ». Sur les grandes valeurs, on voit des patrons qui disent « je vois rien du tout ». Mais je pense que les effets changent tous plus les grandes valeurs et c'est pour ça qu'il y a peut-être plus de prudence dans les messages. On pense que le premier semestre va être peut-être effectivement une phase un peu attentiste et les dirigeants attendront probablement le début du second semestre pour peut-être commencer à donner des indications plus positives. Louis demande est-ce qu'il faut acheter Peugeot ? Peugeot, oui, c'est une histoire. Alors, encore une fois, c'est un stock très volatile, hein, on l'a vu ces derniers mois. Je pense qu'aujourd'hui, si on croit à l'histoire, et nous, on commence à y croire, on a préféré ne pas acheter quand elle était à 6-7 euros, on a préféré y voir un peu plus clair sur la stratégie. C'est clair qu'il y a un potentiel de revalorisation sur le titre Peugeot. Moi, je préfère la fille à la mère. Donc, moi, je pense que Faurecia peut être, au jour d'aujourd'hui, peut-être passer de Peugeot à Faurecia n'est pas complètement illogique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Peugeot se paye moins d'un mois de chiffre d'affaires. Voilà, donc ça veut dire que si la rentabilité revient, il y a un très gros upside en termes de cours. Allez, on va parler stratégie et gestion. Première question concernant le PEA-PME qui sort. Vous nous avez dit que vous aviez 60 fonds. Est-ce que vous allez faire un fonds PEA-PME ? Oui, nous allons sortir un fonds PEA-PME. Au-delà de la cosmétique, il y a un intérêt C'est vrai que nous, on a une approche un peu particulière. On avait déjà des fonds de small cap françaises notamment, qui continuent d'ailleurs de très bien marcher. Là, on le voit actuellement en début d'année. Le PEA-PME, c'est vrai, permet d'aller beaucoup plus bas en termes de capitalisation boursière. On peut descendre à des niveaux jusqu'à 50 millions d'euros de capitalisation. Voilà. Nous, on a choisi l'approche de le faire en multigestion. Pourquoi ? Parce qu'on considère que justement, plus on descend sur les tailles de capitalisation, et plus apparaît le phénomène de risque de liquidité. Et donc, vis-à-vis des particuliers, on a considéré que ce qui était bien, c'est déjà la multigestion qui permet de diversifier encore plus les portefeuilles, mais surtout, nous, on va ajouter une couche de contrôle des gérants au niveau de leur ratio de liquidité pour justement… combien ? Parce que la multigestion, ça consiste à avoir donc des gens qui gèrent pour vous. C'est ça, on va sélectionner 7 à 8 gérants. Vous allez retrouver avec toute la cote en fait, parce que si chacun investit dans une vingtaine de valeurs… Non, parce que là aussi, l'idée, c'est de bien analyser les portefeuilles pour ne pas être redondant au niveau des actions qui sont tout le travail, c'est d'avoir une transparence. Et l'autre aspect, c'est que le PEA-PME, n'oublions pas que ce n'est pas que franco-français, c'est européen. Et je pense qu'il y a un vrai travail d'allocation aussi entre les pays. Aujourd'hui, c'est très clair qu'il faut être positionné sur la France parce que les flux, grâce à ce PEA-PME, vont alimenter la cote et vont faire monter les valos. On a déjà commencé à le voir depuis 2 mois. Mais il va y avoir des périodes où il faudra être capable d'arbitrer, de sortir de la France pour aller peut-être acheter des valeurs scandinaves ou des valeurs du sud de l'Europe. Et à ce moment-là, c'est très difficile de trouver des gérants qui vont être capables d'acheter de la microcap sur l'ensemble de la zone européenne. D'où cette approche de multigestion qui va nous permettre d'aller exploiter les savoir-faire partout là où le marché le nécessitera. C'est très clair. Une question stratégique, comment est-ce qu'on peut se préserver d'un éventuel dérapage de la crise ukrainienne si ça revenait sur le devant de la scène ? Alors, si on parle de gestion d'un portefeuille très diversifié, multiclasse d'actifs, il est vrai que les matières premières peuvent être, même si là ça n'a pas vraiment fonctionné, je veux dire, il n'y a pas eu de pic du pétrole ni de l'or, les deux ont monté, mais de façon plutôt raisonnée. Si jamais, et ce n'est pas notre scénario, mais si jamais les choses venaient à s'envenimer, il est très clair que le pétrole pourrait monter. Je crois qu'il y a quand même des enjeux géostratégiques derrière le mouvement de la Russie et la Crimée, l'accès aux ports sur la mer Noire, les relations avec la Syrie, l'Iran. Les chiites contrôlent quand même beaucoup de pétrole, donc on ne peut pas exclure que ça crée que le pétrole soit un moyen de se protéger. Mais encore une fois, nous on ne part pas sur ce scénario-là. Oui, il faut observer ce qu'on a vu au moment des chocs de cette semaine. Il y a eu un report sur quoi ? Sur l'euro, sur la dette française, la dette allemande, les dettes archi-solvables et pas la dette américaine. Il y a eu un report sur le yen, bizarrement, et il y a un report surtout vers les actions. C'est-à-dire que autrefois, quand ça chauffait, on achetait de l'or, et là, on a plutôt tendance à acheter les blue chips américaines ou européennes. C'est bon signe, mais c'est une nouvelle donne. Autre question pour vous, Stéphane. Est-ce qu'il faut monter dans le train de l'Europe du Sud ?
qui est en train de repartir, Espagne, Italie. Oui, vous avez parlé des banques. Donc, est-ce qu'au-delà des banques… Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, l'Europe du Sud, c'est vraiment une zone sur laquelle on travaille beaucoup. Hein, et quand je dis l'Europe du Sud, c'est les périphériques en général. C'est-à-dire que Portugal, Espagne, Italie, même l'Irlande. Oui, l'Irlande n'est pas tout à fait au sud. Il y a quelques paramètres qui nous font être positifs. C'est que, le momentum sur l'activité de ces pays-là, on le voit se redresse. On parlait des indicateurs PMI. Si vous regardez tous ces pays-là, ont des indicateurs qui remontent très fortement. Deux, c'est que les conditions financières ne cessent de s'améliorer. On a en Espagne et en Italie des taux qui sont au plus bas depuis 2006. Donc des conditions de financement qui vont être là Donc aussi. oui, on achète tous ces pays qui sont en train de se recovery en fait. Alors, on n'achète pas tout, bien évidemment. On regarde, nous, on est comme des stock pickers, donc on va chercher des histoires qui ont des rationnels qui nous intéressent. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on cherche à s'exposer à ces zones-là. C'est quoi les bons concepts en ce moment chez Fédéral Finance ? Alors, nous, aujourd'hui, on sort un petit peu on considère que dans les gestions opportunistes nous semblent intéressantes. Il y a beaucoup de rotation dans le marché. Et ça, depuis un an. Je crois que ça fait presque pas loin de 20 ans que je suis dans le marché d'actions. J'ai rarement vu autant de rotation sectorielle ou rotation de style en 12 mois. C'est ce que disait Hubert et c'est bon signe. Alors, comment est-ce qu'on en profite ? Voilà, en ayant des gestions, et c'est là où on voit d'ailleurs dans les performances, nos fonds qui ont des gestions opportunistes, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller tantôt sur des dossiers de façon contrariante, tantôt sur des dossiers un peu value, tantôt revenir sur des histoires d'ultra-croissance. Donc en fait, on vend ce qui a bien monté et on se positionne sur ce qui est un peu en retard. Alors, si je raisonne de façon plus globale, c'est vrai qu'on voit que les valeurs à croissance visible ont très bien marché entre 2009 et 2013 jusqu'au mois de mai 2013. Depuis, ça marche beaucoup moins bien. Donc, il y en a qui fonctionnent, mais globalement, c'est vrai que c'est un style, la croissance visible. Et là, on parle de quoi ? On parle des grandes valeurs de qualité, on parle des valeurs de luxe, on parle des valeurs d'agroalimentaire. Et on voit que ces valeurs-là se payent cher, voient leurs perspectives plutôt révisées un peu à la baisse à cause des émergents. Et donc aujourd'hui, on a du mal à continuer à justifier ces valeurs-là. Et donc on préfère revenir sur des choses plus domestiques, avec un levier opérationnel plus fort sur la reprise des volumes. Voilà un petit peu les idées. Vous avez des idées de secteur qui rentrent là-dedans ? Oh oui, je parlais tout à l'heure des équipementiers automobiles. C'est vrai qu'on attend une reprise des volumes. Or, on sait que c'est des métiers avec un coût fixe important. Donc si les volumes repartent, vous allez avoir un levier sur les marges et donc sur les profits très, très fort. Allez, on passe à la dernière rubrique de cette émission, les conseils. Avec une question d'un internaute, quelle position avez-vous sur Carmat, prudence ou au contraire on y croit toujours? Carmat, c'est cette société qui propose un cœur artificiel autonome, sans appareil extérieur, qui a implanté un patient récemment, qui est décédé, et qui a provoqué un petit recul de l'action, un fort recul même. Comment vous voyez cette société, vous? Alors, c'est une société qu'on connaît bien. Parce que nous avons des activités de capital investissement. Il se trouve que nous sommes rentrés dans Carmat avant son introduction en bourse. Donc à l'époque, on était à moins de 20 € sur l'action. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, même si elle a baissé peut-être de 5% l'autre jour sur l'annonce, ça ne nous inquiète pas. C'est un dossier auquel on croit. C'est partie des accidents de parcours traditionnels dans ce genre d'activité. Ils ont 5 patients sur des gens qui sont très avancés dans le stade de la maladie. Donc les causes du décès, pour l'instant, on n'en connaît pas les réels. Donc vous restez sur Carmat. Aujourd'hui, encore une fois, on n'en a pas dans nos fonds cotés, oui. Mais les actions qu'on détient via nos fonds de capital investissement, et donc on détient depuis très longtemps, vous les gardez pour on les l'instant. garde parce qu'on est assis sur de grosses plus-values et on pense que l'histoire n'est pas terminée. Alors, d'autres conseils, qu'est-ce que vous dites, je suis un stock picker, qu'est-ce que vous piquez en ce moment? Alors en ce moment, on aime bien, je peux rester, on n'a pas d'idée, mais Faurecia. Alors, on parlait des équipementiers automobiles. Faurecia, pour nous, c'est l'acteur qui va peut-être avoir le plus gros effet de levier. Alors c'est vrai que ce n'est pas le meilleur acteur de son secteur. Il a des taux de croissance un peu plus faibles parce qu'il a notamment une exposition géographique qui le favorise moins qu'un Valeo par exemple. Par contre, il y a des niveaux de marge qui sont très bas aujourd'hui. Il y a des restructurations, il y a un désendettement qui est en cours. Et aujourd'hui, c'est une valeur qui accuse une très forte décote. Je parlais tout à l'heure de ratio pour Peugeot. Faurecia aujourd'hui, la valeur d'entreprise représente 27% de son chiffre d'affaires.
alors que le secteur européen est plutôt autour de 60-70%. Donc vous voyez qu'il y a, encore une fois, ça nécessite qu'effectivement les marges se redressent, mais c'est notre scénario et on estime que malgré le parcours déjà très intéressant de Faurecia, il y a encore un upside très fort. Il y a eu un délit de sale gueule, parce que c'est une filiale de Peugeot, et le délit de sale gueule, maintenant, il n'a plus lieu d'être. Donc il y a un rattrapage. D'autres actions qui vous plaisent en ce moment? Ubisoft. Ubisoft, c'est un titre sur lequel on est revenu il y a tout juste un mois. Vous vous rappelez qu'à la fin de l'année dernière, le titre avait dévissé sur l'annonce d'un retard de 2 jeux stars pour l'activité d'Ubisoft. Donc il y a eu un accident, le titre avait commencé à se reprendre et nous on est rentré également en ce début d'année pour jouer justement le décalage un petit peu sur Ubisoft et donc une année 2014 qui devrait s'annoncer très favorable. Et d'ailleurs hier ou avant-hier, on a eu l'annonce officielle du lancement de Watch Dogs qui est prévu pour le 27 mai. Salué par la bourse, 9,5% de hausse cette semaine. Donc ça c'est le genre de dossier sur lequel on revient. En valorisation par rapport aux autres du secteur, des jeux... Si on compare le marché mondial, c'est un marché mondial de jeux vidéo. Aujourd'hui, Ubisoft a encore une décote par rapport au secteur. Mais je crois surtout que c'était un investissement en arbitrage avec d'autres valeurs médias qui avaient bien fonctionné l'année dernière et sur lesquelles on avait davantage de mal à identifier du potentiel supplémentaire. A contrario, une valeur qui a atteint son potentiel selon vous que vous vendez? Alors, je vais être un peu contrariant. C'est vrai que moi, je commence à avoir beaucoup de mal sur le secteur de l'aéronautique, notamment des sociétés comme Airbus. Très beau parcours. Même Airbus. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est contrariant, parce qu'aujourd'hui, finalement, vous avez un carnet de commandes de 8 années. 8 années, vous dites, il ne peut rien leur arriver. Bon, il ne peut rien leur arriver, sauf que la faiblesse des émergents que l'on voit depuis quelques mois, on sait que les émergents, c'est comme la principale zone en termes de commandes. Donc on pourrait avoir quand même un ralentissement des prises de commandes. Or, je suis persuadé, on le voit de façon historique, que ces dossiers-là ne sont pas sensibles forcément à l'évolution des résultats, mais à l'évolution des carnets de commandes. Donc si on a, on va dire, un carnet de commandes qui est ralenti, ça pourrait peser sur le titre, en tout cas l'empêcher de progresser de façon supplémentaire. Et puis j'ai quelques petites interrogations sur les cash flows. On sait qu'il y a eu beaucoup de prises de commandes, mais on ne connaît pas les conditions dans lesquelles les commandes se sont faites. Et je crains qu'il y ait peut-être quelques petites déceptions sur la génération de free cash flow en 2014. Très bien, on va terminer avec un joker. Alors le joker, j'ai hésité entre 2 dossiers et vu les parcours récents, j'en ai retenu un. Alors c'est pas une société française, c'est une société norvégienne qui s'appelle Thin Film. C'est une évolution. C'est comment? Alors THIN, Oui. Thin pour le fin et film. Et en fait c'est une histoire technologique. Qui est une société qui développe une technologie d'impression d'étiquettes électroniques. Alors, on sait que les étiquettes électroniques aujourd'hui dans les magasins, on en voit, c'est avec du silicium. Oui. Mais eux, leur innovation, c'est qu'ils ont complètement supprimé le silicium et ils impriment l'étiquette électronique sur un substrat plastique en PVC. Ce qui donne déjà des coûts de production qui sont 5 à 10 fois moins chers que les étiquettes électroniques traditionnelles. Et donc, c'est encore. Alors là, c'est très en amont dans le processus. C'est une société qui est une émanation d'Intel d'ailleurs, qui est en Norvège, mais qui est une émanation d'Intel, mais qui vient d'obtenir ses premiers contrats en octobre dernier, avec notamment Hasbro dans le domaine des jouets. Ils sont en train de signer aussi avec une grande marque de luxe pour justement contre la contrefaçon, parce que grâce à ces étiquettes électroniques, il y a une composante mémoire. À quoi ça sert? Alors par exemple aussi par exemple, dans la chaîne du froid. La chaîne du froid, on parle toujours de la rupture de la chaîne du froid. Avec des étiquettes électroniques, vous allez pouvoir intégrer des capteurs dedans qui vont, si à un moment donné la température passe en dessous du seuil indiqué, donner un seuil d'alerte. Donc ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, qu'on ne peut pas faire, parce que mettre un truc en silicium plaqué sur un carton, c'est pas très pratique. Il y a des gens qui font un peu ce métier, parce que c'est très novateur. d'avoir. Aujourd'hui, c'est très en amont. Ils sont il y a quelques équipes, il y a 3 équipes dans le monde qui travaillent là-dessus. Celle qui est en Norvège nous semble la plus avancée. C'est un dossier qui peut avoir un très gros effet de levier en termes de résultats. C'est vrai que la société... Assez risqué. C'est quoi les chiffres? C'est risqué. Aujourd'hui, la technologie n'est pas encore adopté, on est au premier stage de développement, mais le fait qu'ils aient signé plusieurs contrats en fin d'année dernière nous fait dire qu'on commence à rentrer sur ce dossier. Mais ça a quelle taille cette affaire-là? Aujourd'hui, c'est une société qui capitalise à peu près 300 millions d'euros. Alors c'est chèrement valorisé déjà, mais l'effet de levier. Donc rendez-vous pour 3 milliards dans 2 ans. Rendez-vous. Alors c'est vrai que la société nous donne des business plans, nous on ne les retient pas, il est très optimiste, mais en tout cas, si cette technologie est adoptée, il y a un vrai levier. Film. Voilà, c'est noté, pas facile à dire, mais en tout cas, on retient ce joker. Merci Stéphane Cadieux de nous avoir rendu visite.
Merci à vous. Merci Hubert Merci. pour vos questions, vos analyses. Merci à vous tous pour votre écoute et vos questions également. À la semaine prochaine, même endroit, même heure.